dans le même bateau. Tous dans le même bateau. Tous dans le même bateau. Tous dans le même bateau. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio 27. Merci de nous rejoindre pour cette seconde émission de Tous dans le même bateau, l'émission de débat du Centre régional d'intégration du Brabant wallon, le CRIBEWE. Avec moi pour vous guider pendant ce débat, Patrick Monjoie. Bonjour Patrick. Bonjour Marie-Aude et bonjour à tous nos auditeurs. Alors pour ce deuxième rendez-vous de Tous dans le même bateau, eh bien nous parlerons de la diversité culturelle dans les médias. Pour aborder ce thème complexe, il nous faut avant tout redéfinir le terme média. Alors Marie-Aude, dites-nous de quoi allons-nous parler plus précisément aujourd'hui ? Mais dans le cas qui nous occupe ici, on parlera uniquement des médias audiovisuels et au sein d'entre eux, spécifiquement des émissions d'information. On ne parlera donc pas des films, des divertissements, des autres émissions, on ne parlera pas non plus des médias sociaux. Depuis de nombreuses années, les médias sont étudiés à la loupe. À la lecture de ces différentes analyses, nous constatons une évolution positive de la présence et de la représentation de l'égalité et de la diversité. Mais les publics vus sur les chaînes actives comme non blancs, comme ils sont définis dans ces études, tout comme les femmes et les personnes âgées et ou handicapées d'ailleurs, restent malheureusement sous-représentés. Et ces études d'analyse des médias sont notamment effectuées par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous avons une représentante du CSA avec nous en studio. Bonjour Muriel Hano. Bonjour. Vous êtes directrice des recherches et études pour le CSA. Vous participez notamment au grand baromètre de la diversité. Et à vos côtés, il y a Patrick Michel, journaliste pour Vivacité Brabant Wallon Namur. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons maintenant évidemment tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec nos deux invités. Alors nous avons choisi de construire cette émission autour de 3 séquences. Première séquence, qui voit-on, qui entend-on dans les médias audiovisuels ? Deuxième séquence, quel rôle ont ces personnes dans ces médias ? Et enfin, nous discuterons de l'organisation interne des rédactions. Tous dans le même bateau. Madame Hano, une étude d'analyse des médias existe. Il s'agit du baromètre de la diversité, comme on a dit dans l'introduction. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce baromètre et qui est à l'origine de ce baromètre de la diversité ? Alors à l'origine, c'est une longue histoire et donc de manière très synthétique, c'est le sentiment qu'il y a un problème de représentation à l'écran, une difficulté des acteurs médiatiques d'imaginer ce que cette absence de diversité représente et donc une nécessité d'objectiver les choses. La ministre de l'égalité et de l'audiovisuel, Fadila Lanan, dans le précédent gouvernement, lance un plan égalité-diversité, finance un baromètre annuel de la diversité sur les écrans et cette étude nous permet d'objectiver la situation à partir d'indicateurs qui sont les mêmes pour toutes les chaînes actives en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc chaînes généralistes, chaînes plus spécialisées, plus thématiques et ou chaînes locales. Et donc l'étude de cette situation sur une semaine montre qu'effectivement, il y a une sous-représentation de certaines catégories de population à l'écran. En matière de diversité culturelle, quelle évolution on constate depuis quelques années, depuis le début du baromètre diversité ? Alors, l'objectivation que ça a permis, le fait de mettre des chiffres et de confronter tout le monde, tous les acteurs à une situation qui était représentée de la même façon pour tout le monde, a permis de sensibiliser les acteurs. Et en fait, ce travail de monitoring, on l'a fait non pas comme une fin, mais comme un moyen. C'est-à-dire qu'on a utilisé le baromètre pour rencontrer les acteurs, les journalistes, et pour leur montrer à quoi ressemblait cette diversité à l'écran. Et en dialoguant, en travaillant avec les journalistes, on a pu amener à une prise de conscience. Et sur les 3 ans de ce plan égalité, on a pu marquer une évolution dans la représentation des femmes à l'écran, une faible augmentation, mais surtout une nette amélioration de la représentation de la diversité d'origine, ce qui tend à montrer que le phénomène de sous-représentation était relativement important. En tout cas, on a constaté une augmentation de 6 points sur 3 ans, ce qui est relativement marquant. Et on l'a remarqué non seulement dans l'information, on l'a remarqué dans tous les genres télévisuels. Donc il y avait là quelque chose de très frappant et quelque chose qui a en tout cas progressé. L'essentiel pour nous était de travailler sur les bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, c'était à la fois
celles qui existaient et celles que l'on pouvait mettre en place. Mais ce n'était pas nous qui décidions des bonnes pratiques, c'était les acteurs eux-mêmes à comprendre où ça dysfonctionnait, où cela ne fonctionnait. Il y a donc une évolution positive, Oui, mais encore assez lente. Mais encore du travail, effectivement. Dans les personnes non blanches que l'on voit à la télé, lesquelles on voit le plus Est-ce que la diversité est représentée ou est-ce qu'il y a encore certaines catégories de personnes vues comme non blanches qu'on voit le plus? Oui, il y a une différence. On descend dans l'analyse entre personnes vues comme noires ou autres, mais en fait, on utilise à ce jour, on utilise peu ce critère-là, on descend peu dans les populations que l'on voit, parce que globalement, la diversité est cette diversité d'origine est tellement mal représentée que lorsqu'on descend dans les catégories, c'est tellement faiblement représenté que ça devient presque incohérent d'en parler. L'essentiel à retenir, puisqu'on parle ici de 16% de représentation à l'écran, plus on descend dans les catégories, on parle vraiment de toutes petites catégories. Et donc, nous, on préfère dire qu'il y a un problème de représentation de la diversité dans son ensemble et de ne pas catégoriser. Il faudrait un peu plus de ceci, un peu plus de cela, d'autant qu'il n'existe pas de chiffres de diversité qui permettraient des comparaisons. Afin d'être bien précis, de bien comprendre effectivement ce baromètre, on parle toujours de personnes vues comme non blanches, oui. Vues comme handicapées, vues comme âgées, hein, c'est le terme qui est chaque fois utilisé. Donc derrière ce mot vu, est-ce que vous analysez réellement la nationalité des personnes ou est-ce que c'est vraiment sur une base d'impression des téléspectateurs, des auditeurs, des lecteurs des médias? Toute l'analyse est construite en perception, à savoir que on considère que dans l'analyse, c'est l'impression que le spectateur aura en regardant la télévision qui importe. Et donc, pour définir de la même façon qu'on reconnaît à l'impression une femme d'un homme, on définit la catégorie d'origine de cette même manière. C'est-à-dire qu'il y a une série d'indices à l'écran qui permettent de reconnaître ou de classer dans une case la personne comme issue de la diversité ou non issue de la diversité. Alors, ce sont des critères de perception essentiellement, mais qui peuvent s'appuyer sur des indices d'indication de nationalité ou d'indication d'accent, etc. Donc, c'est plusieurs faisceaux d'indices qui permettent de construire cette impression. Et la position de l'encodeur, de la personne qui encode les personnes vues à l'écran, c'est vraiment... Si elle a un doute, c'est si la personne éteint son poste après avoir vu l'émission, que retient-elle de sa perception? Donc, c'est essentiellement de cette manière-là que c'est construit. C'est une approche qui reste en partie subjective, mais qui est contrôlée à l'encodage, puisque nous avions 3 encodeurs différents qui analysaient, qui croisaient leurs données. Patrick Michel, sur le terrain, en tant que journaliste de terrain, est-ce qu'on est conscient de cette évolution du baromètre de la diversité ? Je dirais qu'au vu des chiffres que j'ai pu observer, c'est évidemment difficilement perceptible, je dirais, pour vue du terrain. Je pense aussi que la notion même de baromètre de la diversité n'est pas quelque chose qui est généralement quelque chose de prégnant pour nous quand on va sur le terrain. Donc c'est quelque chose auquel on peut s'intéresser, je dirais, quand on revient, quand on observe les choses ou quand on veut analyser un peu ces pratiques. Mais lorsqu'on est vraiment plongé, je dirais, dans l'action, il est évident qu'il y a d'autres paramètres qui interviennent et qui sont évidemment prégnants sur toute une série de pratiques. Et subsidiairement, je dirais, il nous arrive évidemment de se poser des questions, de se dire, tiens, ici, dans cette salle, je constate qu'il n'y a que des hommes à une assemblée, où il n'y a que des personnes de telle origine ou de tel groupe ethnique. Bon, ça arrive, et ça fait partie aussi, je dirais, du métier de journaliste, parce qu'il faut être attentif à une série de choses, et cet élément-là intervient évidemment dans la manière dont les messages vont être formulés, dont vont être reçus. On y viendra peut-être tout à l'heure dans le courant du débat, mais il y a tout ce qu'on appelle évidemment les habitudes, l'habitus culturel, les choses qu'on fait spontanément sans même encore y réfléchir. Tout ça, évidemment, c'est notre conditionnement, ce sont toutes les choses qui font qu'on va plutôt faire un choix dans tel sens que dans tel autre. Et donc, pour répondre à votre question,
non, nous ne percevons pas à la marge, je dirais, l'évolution, mais elle est réelle au vu des chiffres. Donc c'est plutôt quand même encourageant. Et cette évolution, vous pensez qu'elle est due à la mondialisation ou est-ce que c'est pas lié peut-être à des faits d'actualité plus marquants de ces dernières années, comme les révolutions arabes par exemple? Il est clair. Bon, là, on est déjà dans l'analyse, dans l'interprétation évidemment des chiffres. Il y a des observations qu'on peut faire, c'est que l'actualité, si on est dans le segment information, il est certain que l'actualité joue un rôle évidemment prépondérant. Si vous organisez une coupe sportive dans un pays qui va faire l'objet pendant plusieurs semaines toutes les caméras seront braquées, oui, il est évident qu'on va voir des Brésiliens, on va voir des Russes ou on va voir des Espagnols, beaucoup plus qu'on ne les verrait dans d'autres circonstances. Donc c'est clair que il y a le tremblement, je pense une catastrophe naturelle aussi à Haïti ou ailleurs. Il est évident que dans ces moments-là, il y a des facteurs tout à fait ponctuels qui viennent interférer dans les chiffres. Voilà. Qu'on maîtrise à l'analyse, oui. Bien sûr. Donc les semaines d'échantillons qu'on a prises montrent qu'effectivement, lorsqu'il y a un événement international, on a des dominantes, on a en termes de représentation des nationalités. Et donc ce sont des biais qu'on peut maîtriser au moment où on fait les interprétations. Et en fait, ce qu'on constate de manière générale, c'est que la sous-représentation ou la moindre représentation de la diversité d'origine ou la moindre représentation des femmes, elle est globale. Et donc, elle porte sur un ensemble. Et c'est vrai que l'on a des phénomènes qui viennent accentuer ou affaiblir des représentations à certains moments. Mais de manière, quand on fait abstraction de ces événements, quand on enlève les biais, la situation reste la même. Donc, la question de la moindre représentation reste en questionnement. On voit aussi, par exemple, l'actualité internationale, bien sûr, favorise une meilleure représentation de la diversité d'origine, mais le travail de proximité qui assure une meilleure représentation des femmes ou des personnes âgées ou des personnes handicapées, eh bien, n'assure pas toujours une meilleure représentation de la diversité d'origine. Donc, ça dépend de certains terrains, des télévisions locales ou de la manière dont on approche les choses. Mais ce n'est pas, il y a pas la corrélation qui fonctionne pour une série de représentations ne fonctionne pas pour la diversité d'origine. Et donc, la moindre représentation, elle pose question aussi sur le terrain local, qui devrait assurer une meilleure osmose avec le terrain. On voit aussi que au sein des populations, certaines tranches d'âge sont mieux ou moins bien représentées ou sont représentées dans certains rôles plus spécifiques. On y reviendra certainement. La question des âges, la diversité d'origine, c'est davantage les jeunes, les adultes, mais les personnes plus âgées, on ne les voit pratiquement pas. Et donc, il y a des éléments qui sont marquants et de toute façon, les chiffres touchent, la moindre représentation touche vraiment l'information. Et ce qu'on constate aussi, c'est que dans les programmes télévisés, l'information est le genre où, a priori, on pourrait supposer que parce que c'est de l'information et qu'on touche à tout, on devrait retrouver une plus forte diversité. Eh bien, ce n'est pas le cas. C'est l'endroit où la représentation est moins bien assurée que dans d'autres genres. Par exemple, le genre sport, où la diversité d'origine est très forte, ou le genre culturel, où on va retrouver aussi une diversité d'origine. Mais l'information, de manière moindre. Patrick Michel, au sein de Vivacité Brabant Wallon, est-ce que l'actualité internationale a une influence sur une rédaction plus régionale comme la vôtre ? Il est évident que moins j'ai envie de dire, puisqu'on va sélectionner plutôt des faits qui sont plus proches de chez nous. Mais en même temps, on est quand même en résonance en permanence avec ce qui se passe dans le monde. Et donc, s'il y a des crispations, des tensions internationales, elles se reflètent aussi dans la manière dont les gens vont les percevoir à l'échelle locale. Et donc aussi dans les choix des sujets, parce que souvent un conflit, même international, peut avoir... on peut parler par exemple des derniers récents attentats qui ont pu se passer, mais on s'est intéressé évidemment à l'islamisme. Tiens, est-ce que dans notre ville, à Namur, à Nivelles, ailleurs, est-ce que c'est des choses qui peuvent aussi nous concerner ? Et donc on m'a par exemple demandé de faire une petite étude pour repérer, on ne savait pas combien est-ce qu'il y avait
de mosquées, combien est-ce qu'il y avait, ce que c'était, comment ça s'organisait, etc. Et là, on s'est rendu compte aussi, à travers parfois des événements comme ceux-là, qu'on est peu documenté, ou qu'on a biaisé certaines réalités, on ne s'y est pas intéressé tout simplement, ou on va s'y intéresser au moment où effectivement on parle d'attentats, et donc les gens vont s'y associer de manière parfois un petit peu dangereuse, le fait qu'on parle de certaines choses à certains moments et pas à d'autres. On en parle lors des fêtes religieuses aussi, on en parle. Voilà, mais donc, pour répondre à votre question, oui, l'international a une incidence aussi sur le local, bien évidemment. Mais bon, on y sera évidemment. Ce sera moins, je dirais, des reportages sur le factuel international, ce sera plus des choses indirectes alors. Du coup, la diversité culturelle est renforcée au niveau local avec ces événements mis en avant. On pourrait le penser, oui. Mais là, encore une fois, j'imagine qu'il y a des coefficients de pondération et on vérifie à ce que, on ne va pas prendre une semaine où on ne va voir que des arabophones ou des noirs à l'antenne, pour parler de gens de couleur. Muriel Hano, est-ce qu'il y a une différence marquée entre les médias locaux, nationaux et internationaux au niveau de la diversité culturelle? Est-ce qu'on voit une différence? Alors, donc nous, on a travaillé sur tous les médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles, actifs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, quand on distingue information nationale, information locale et information et nationale, locale et internationale, on constate effectivement que l'international, il y a plus de diversité sur l'origine, mais pas pour la représentation des femmes, par exemple. Sur le national, il y a moins de diversité que sur le local. Et le local, la variation entre les chaînes est relativement forte. Et donc, le chiffre n'est pas bon en moyenne, mais il est parfois très bon et parfois moins bon. Ça dépend des chaînes locales et ça dépend aussi de la chaîne qui fait l'information locale, la chaîne généraliste qui fait l'information locale. L'élément central, c'est ce qu'on constate par contre, c'est que quand on compare les chiffres à l'international, c'est-à-dire que se passe-t-il à l'étranger, dans les mêmes types d'analyses, c'est qu'on constate les mêmes phénomènes. Il y a des phénomènes effectivement de moindre représentation ou de sous-représentation quand on peut comparer. Pour les femmes, par exemple, il y a une étude internationale qui est le Global Media Monitoring Project, où on a effectivement, c'est réalisé tous les 5 ans, où on peut effectivement comparer les chiffres et où on est effectivement en Belgique francophone dans une moyenne qui représente une femme pour 3 hommes pour 2 hommes à l'écran. Donc voilà, c'est assez le phénomène est global, mais ça se travaille partout et donc ce n'est pas l'objectif n'est pas de dire c'est comme ça, mais plutôt de dire pourquoi c'est comme ça. Et effectivement, l'actualité internationale peut influencer, je rebondis sur ce qui était dit, mais ce qui est dommage, c'est que dans ce traitement de l'actualité internationale, on va parfois aller chercher des experts qui seront non pas issus de la diversité ou qui ne seront pas des femmes ou qui ne seront pas des personnes plus âgées. Donc là aussi, dans les experts, il y aura pas nécessairement une représentativité où on va aller chercher ceux qu'on voit toujours, ceux qu'on connaît toujours. Et en même temps, ce risque de stigmatisation dans l'événement d'une catégorie de population n'est pas non plus sain. On avait fait le test, un événement qui concerne tout le monde, comme la rentrée des classes. On avait choisi un échantillon sur la rentrée des classes pour voir, effectivement, voilà, ça c'est l'exemple type d'un événement qui concerne tout le monde et comment il est traité. Et quand on regardait les chiffres, c'était les mêmes que ceux qu'on obtenait sur le reste, c'est-à-dire une moins bonne représentation de la diversité d'origine, une moindre représentation des femmes dans certains rôles que d'autres. Et donc c'était assez frappant de voir comment, effectivement, un événement qui concerne tout le monde ne met pas tout le monde en avant. Et donc, vous disiez bien que c'est un phénomène global. Et donc, si on analyse des médias dans d'autres pays, ici en Europe, voire peut-être au-delà, je ne sais pas si le baromètre va jusqu'au-delà de l'Europe. Donc, vous dites que c'est un phénomène global. Vous dites aussi tout le monde y travaille. La Belgique y travaille plus, moins que d'autres, ne travaille à peu près au même rythme que les autres médias. Et alors, question subsidiaire, est-ce qu'il y a une différence entre la partie francophone et la partie néerlandophone du pays? Alors, il y a, au niveau international, je pense que la question
du point de vue du régulateur. Donc nous, on régule les médias, on est l'organe de contrôle des médias, mais tous les régulateurs au niveau européen et même au-delà de l'Europe sont aujourd'hui concernés par une question centrale qui est celle de la cohésion sociale, du vivre ensemble. Et d'une manière ou d'une autre, les questions qui sont liées à la représentation, à la représentativité des personnes vues à l'écran avec le monde réel est une question qui traverse tous les régulateurs aujourd'hui, sous des angles différents, mais très clairement. Et le modèle qu'on a déployé en Belgique francophone, ce modèle de baromètre lié à un travail avec les acteurs, un travail de sensibilisation, de réflexion sur les pratiques, ce travail-là qui paie est un travail qui est très observé et pour lequel on est souvent sollicité parce que ça a fonctionné et qu'il y a une question d'émulation, de prise en compte des difficultés du travail journalistique, etc., ce qui fait qu'on est relativement observé. Par rapport à la Flandre est, je dirais, un pas plus loin que nous. Ils ont entamé cette réflexion bien avant nous, sur un modèle plutôt anglo-saxon où on se permet des comptages qu'on ne se permettrait pas de notre côté de la frontière, à savoir des comptages en matière de nationalité ou de culture. On n'a pas ces chiffres statistiques chez nous, donc on doit travailler autrement. Ils sont aujourd'hui plus loin, mais en même temps, ils se heurtent à parfois des blocages ou des réalités qui sont les mêmes que nous. Et donc, à un moment donné, il faut repenser le système et aller plus loin. Mais ils avancent, mais sur le terrain, les questions restent les mêmes. Patrick Michal, je voyais que vous réagissiez par rapport à cette question Flandre francophone. Je vois que vous opiniez du chef. Mais non, je me rends compte très positivement que la réflexion est bien engagée, et cette fois-ci au niveau international, et que même entre deux communautés qui parfois se regardent en chien de faïence, on a l'air d'échanger de l'information, et que donc c'est plutôt positif. Et souvent, on a parfois une image de la Flandre un peu nationaliste et peut-être droitière, pour employer une formule que tout le monde comprendra sur la question de la nationalité. Je pense qu'on se rend compte qu'en matière d'environnement et parfois même justement de réflexion sur les minorités, ils sont parfois au contraire plus loin que nous et peut-être un peu moins langue de bois que nous aussi parfois sur certaines réalités. Patrick, on peut peut-être passer à la deuxième partie de l'émission où on parlera plutôt des rôles des personnes qu'on voit à l'écran. Eh bien, je propose qu'on lance le jingle. Tous dans le même bateau.